Bonjour, je viens de recevoir ce petit onduleur. C'est un petit peu le bas de gamme China, hein. C'est ce qu'on trouve un peu partout. Ça vaut une soixantaine d'euros à peu près. C'est un 300 watts, c'est tout petit. Ils disent que c'est un pur sinus, alors qu'il a exactement la même gueule que le quasi sinus. Et j'avais envie de le tester un petit peu, voir si c'est vraiment un sinus, voir dedans comment c'est fait, et voir ce qu'on peut alimenter avec, pour voir s'il fait bien 300 watts. Et on va regarder aussi quelques petites fiches techniques par rapport à d'autres modèles que j'ai trouvés. Alors je l'ai branché sur ma batterie lithium en 12 volts. Là on consomme 5 watts parce qu'il y a quelques appareils de brancher. Et quand je le mets en marche, là on passe à 16 watts et on redescend à 10 watts. Donc on est à 5 watts à vide. Ce qui est pas mal. Ça correspond à peu près à la doc technique qui disait 0,4 ampères. Alors lui m'annonce 13,8 volts. Mes batteries sont à 13,6. Donc on sait déjà que le voltmètre il sert à rien. Il affiche n'importe quoi. Ce qu'il affiche en façade, je ne sais pas ce que c'est parce que dans la doc technique il n'y a rien indiqué. J'ai branché mon oscilloscope dessus et j'ai un signal qui est effectivement sinusoïdal, qui n'est pas méga propre, qui de temps en temps, je sais pas si on voit bien, de temps en temps fait des petits pics. C'est peut-être lié à l'oscilloscope qui fait une mauvaise mesure. Alors sans aucun appareil dessus, je suis à 220-222 volts. Donc j'ai branché mon premier appareil qui est un chargeur 55 watts, un chargeur de visseuse. Au moment où on consomme, l'onduleur est monté à 230 volts et le signal est toujours un sinus. Bon, le voltmètre s'est défait un peu. Voilà, 229 volts. Si je le redébranche, on redescend en tension. Donc on a un onduleur qui hausse sa tension en fonction de la consommation. C'est assez fréquent sur les modèles chinois, hein. La consommation est de 55 watts. C'est-à-dire à peu près 50 watts. Hein. Le chargeur il fait 55 watts, mais il ne les consomme pas nécessairement. Maintenant je vais mettre un mixeur pour voir. Alors j'ai mis un mixeur Bosch. C'est marqué 600 watts, mais c'est 600 watts quand on mixe. Là je ne mixe rien du tout. Donc ça va être quelques dizaines de watts. Ce que je voulais voir, c'est l'impulsion au démarrage et voir si le signal reste propre. Parce qu'en termes de consommation, vous allez voir, hein, c'est pas énorme. Allez. C'est une centaine de watts. Donc comme il est censé être capable de faire 600 watts en crête, là je crois qu'il n'y a pas de souci. Le sinusoïde qui bouge un petit peu, mais c'est pas flagrant. En mettant les deux, le chargeur plus le mixeur, j'ai effectivement le premier voyant qui s'allume, qui indique qu'il commence à être en charge à 25%, et on a une centaine de watts qui est consommée. Bon, pour l'instant c'est des tests plutôt concluants, la sinusoïde ne bouge pas. Pour le prochain test, il me reste à brancher mon ordinateur qui est en train de se décharger là. Au démarrage, l'alimentation prend approximativement 500 watts. Ça fait d'habitude ça fait sauter les disjoncteurs de 2 ampères. Et puis il faut que je teste aussi le port USB. Là j'ai en ce moment uniquement le chargeur lithium qui est branché, donc on voit que le petit voyant rouge, des fois il s'allume, des fois il s'éteint en façade. Le voltmètre, est-ce qu'il est toujours fiable? Je suis à 13,2 sur mes batteries, lui il indique 13,4. Donc c'est toujours la même qualité, il faut pas s'y fier. Tous ces petits accessoires ça fait un peu peur en général parce que c'est des choses qu'ils pourraient ne pas mettre, hein. Ce serait beaucoup plus simple. Ça coûterait moins cher. Bon, je vais brancher ma clé Wi-Fi, vous voyez, ma clé 3G. On va voir si le chargeur USB fonctionne. Hop. Ça clignote vert sur la batterie pour que ça marche. Voilà. Bon, je ne m'attendais pas à ce que ça marche pas, hein. En général, c'est quelque chose de très simple. Et puis pour tester le signal avec le chargeur de batterie, le chargeur de téléphone, il faut que je débranche d'abord mon chargeur, parce qu'il me manque une prise sur le multimètre, parce qu'il y en a une qui est prise par l'oscilloscope. Donc je débranche, je vais retomber à 220 volts.
une petite chute de tension parce que j'ai tapé dans les fils. Et puis quand je branche ici, alors je regarde l'oscilloscope en même temps. Ah, on a eu un passage en signal carré. Il a réussi à le faire, mais je vais essayer de vous le montrer. Je les branche. Donc là, ça craint quoi. Je vais essayer de vous mettre le plus propre possible. Donc voilà le signal, je m'apprête à brancher l'ordinateur. On est à 222 volts. On est à peine en 50 Hz, c'est pour ça que l'oscilloscope a du mal à se caler. Regardez ce qui se passe. Vous avez vu? On se refait? Donc là on est à 10 watts, c'est normal, il n'y a rien qui est branché quasiment. C'est l'onduleur 5 watts plus la consommation de mon éclairage. Quand je branche, bon, on n'a pas le temps, il n'a pas le temps de mesurer le pic de puissance. Nous on le voit sur l'oscilloscope. Donc il ne fait pas 600 watts cet onduleur. Il arrive à le faire, mais on voit bien qu'il passe par un passage carré. Et ça c'est un peu critique quand même, ça veut dire qu'il y a des faiblesses. Bon bah le port USB on oublie. J'ai branché ma clé 3G, j'étais en train de télécharger la vidéo YouTube du groupe électrogène, la vidéo précédente. Et je pense que le port USB a dû lâcher parce que ça a coupé, ça a arrêté de charger. J'ai cru que ça avait flingué la clé, mais non, j'ai été la remettre sur une autre prise et ça a marché. Donc les ports USB là, c'est moyen. Bon, il ne reste plus qu'à le démonter puisqu'on sait maintenant que quand j'ai branché mon ordinateur qui faisait une trentaine de watts à peine, au moment de la mise sous tension, on a eu des chutes de tension et on est repassé en signal carré. Donc ça veut dire que ce genre d'onduleurs, faut pas les utiliser au-delà de leur puissance nominale, quoi. La surcharge, on oublie. Donc voilà l'onduleur complètement démonté, enfin complètement. J'ai enlevé la façade. On voit à l'intérieur que le plus est bien relié au fusible, il y a un fusible extérieur. On a une petite carte de communication ici qui est accessoire mais qui sert ici pour la petite partie USB. On a un petit transformateur qui sert pour fabriquer l'oscillation en 12 volts 220. On a une bobine ici, quelques condensateurs, mais on a vraiment des petits condensateurs, des petites bobines, parce que c'est eux qui nous permettent de travailler en alternative sinusoïdale et qui ont une capacité de surcharge, si vous voulez. Le condensateur a une capacité de surcharge en tension et la bobine en courant. Et c'est la résonance des deux, le fait de les mettre sous forme de filtre, entre guillemets, qui fait que ça crée une sinusoïde. Bon, sinon c'est une carte qui a l'air plutôt propre, les condensateurs sont adaptés à la haute température. C'est simple, hein. Effectivement, c'est une petite carte qui est simple, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à des surcharges énormes. Je vous montrerai un de ces quatre, un onduleur qui est fait pour les surcharges. Il n'y a rien d'étonnant pour quelque chose de cette taille-là. Alors ce qui est rigolo, c'est que vous verrez des fois sur des onduleurs plus gros, que cette partie-là, des fois, quand ils veulent faire des grosses puissances, vu que c'est limité en taille, c'est quand même pas très gros comme boîtier, quand ils font des puissances plus élevées, ils les allongent, comme ça. Et bien pour ça, ils prennent la carte électronique qui est là, elle est plus courte d'habitude, et ils en mettent plusieurs côte à côte. Donc il y a plusieurs transformateurs et ils fonctionnent en parallèle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gros transformateur qui est capable d'avoir des grosses surcharges, ils en mettent plusieurs petits. Donc c'est un gain de coût d'argent, parce que du coup ils utilisent qu'un seul transfo en stock dans leur usine. Au lieu d'en prendre plusieurs tailles, plusieurs puissances, ils en mettent un petit. Donc si celui-là est adapté à 300 watts, on imagine que le 600 watts il a une rangée supplémentaire, le 900 watts une rangée supplémentaire, et ainsi de suite. Donc à chaque fois transfo, condo, bobine, transfo, condo, bobine, transfo, condo, bobine. Et ça leur permet d'avoir qu'une seule ligne de fabrication pour tous les onduleurs et d'augmenter uniquement la taille avec le nombre de transformateurs. C'est astucieux. Bon, c'est pas de la soudure manuelle, on voit bien que c'est fait dans une usine. D'ailleurs, je suis tombé sur madeinchina.com, l'usine de fabrication de ces onduleurs-là, qui fabrique pour plein d'autres fabricants, plein d'autres marques, d'autres distributeurs. Là, c'est ASE Energy, c'est mon fournisseur, mais il y a le même chez Saland, je crois. En fait, c'est la même étiquette, vous voyez. Mais en haut à gauche, il y a un petit rectangle qui change. C'est pas la même couleur, c'est un peu grisâtre. On peut mettre le logo de la marque qu'on veut.
Et même pour pour l'onduleur qui est quasi sinus, c'est la même étiquette aussi, et je parie que c'est la même carte électronique, sauf qu'ils mettent pas la bobine, ils mettent pas les mêmes condos, ils mettent pas la même programmation. Le quartz, il fonctionne peut-être pas pareil. Si j'achetais un quasi sinus, ce serait en le démontant, ce serait la même carte avec des composants en moins, avec des shunts à la place. Donc c'est astucieux, mais c'est vrai qu'il faut pas annoncer 600 watts en crête. D'ailleurs dans la doc technique, pas grand chose d'affiché, hein. Il nous donne un peu plus d'infos sur le refroidissement, comme quoi il s'arrête quand c'est à 63 degrés. Il nous parle bien des harmoniques, mais que en pur sinus, effectivement. Mais le reste, rendement supérieur à 90%. Je suppose que sur les docs que j'ai vus, les autres docs qu'il y a sur internet, je vais vous en montrer quelques-unes là, on voit bien marqué que les conditions de calcul du rendement, c'est avec une charge résistive. Par exemple, là, pour un 300 watts, ils mettent une résistance de 500 watts, par exemple. Enfin, de 200 watts peut-être pour celui-là. Pendant 1 minute. Donc le ventilateur n'a pas le temps de se déclencher, donc il n'y a pas de consommation superflue. Et puis lui, il n'a pas le temps de chauffer, donc il est au maximum de sa charge. Donc il a un rendement excellent. Mais on n'utilise jamais une résistance électrique pour ce genre d'appareil. On utilise des petites bobines, on utilise tout un tas de choses, donc le rendement n'est pas le même. Bon, ceci dit, il n'est pas trop mal non plus. Parce que c'est étonnant de voir que sur un onduleur Victron, dont la doc technique est quand même vachement plus détaillée, où ils nous disent bien qu'il y a une perte de puissance en fonction de la température, ils nous disent le rendement est de 89%. Victron, c'est de la bonne qualité, ils mélangent de la haute fréquence comme ici avec de la basse fréquence, il y a des plus grosses bobines, il y a des plus gros appareils, c'est un peu plus pointu en termes d'électronique, c'est un peu plus cher aussi, et de se dire que le rendement est plus faible, alors oui parce qu'il y a un petit ordinateur intégré, mais quand même. Donc non, c'est parce que les conditions de mesure chez Victron sont un peu plus scrupuleuses que chez ce genre de fabricant, et chez Studer c'est encore mieux. Donc je vous montrerai Studer aussi. Eux ils ont tendance à vraiment surdimensionner leur produit pour que ça surcharge 2 à 3 fois la puissance sans problème pendant plusieurs minutes. Ça n'a rien à voir avec ce genre de produit. Là c'est un gadget, mais je vais le garder, je vais voir sa durée de vie, mais je m'attends pas à ce qu'il dure plus de 4-5 ans quoi. Normalement un bon onduleur c'est 15 ans au moins. Voilà, j'espère que ça vous a servi à quelque chose. Au revoir.